Bonjour. Je reste debout, je pense, parce que si je m'assois, ma voix ne va pas suffisamment porter jusqu'à vous. Et puis, je crois que si je m'assois, je ne verrai pas ceux qui sont derrière. Et j'aime bien voir tous les yeux et tous les nez. Il paraît que chez moi, le problème était le nez. Bon, merci d'être là. J'aime bien faire des blagues. Méfiez-vous, souvent c'est pour pas que je pleure ou pour que je voie le sourire. Parce que ma grand-mère, quand j'étais petite, elle me disait, quand je boudais, que je la menaçais, que je l'embêtais, que je disais que je voulais aller voir ma maman, que je boudais, elle me disait, n'oublie pas que quand on ne sourit pas, c'est qu'on est presque mort. Donc, me dit, alors tout d'un coup, je me mettais à rire. Voilà, donc j'aime bien voir les sourires. Merci d'être là. Merci surtout à vos enseignants pour cette initiative, parce que Adélaïde Mukantabana, moi, je ne figure pas sur le programme du ministère de l'Éducation. C'est l'initiative de vos enseignants. Bravo vraiment pour les enseignants, pour tout ce qu'ils font dans cette période, dans ces temps, dans ce siècle où notre société est en forte mutation. Vous comprenez de quoi je vais parler. Je vais vous apprendre un mot à Kinyarwanda. Ça fait partie aussi de mes blagues avant de nous enfoncer. Un enseignant, dans ma langue, ça se dit mwalimu. Mwalimu. Et en basque, ça se dit comment, un enseignant? Je suis incapable de répéter. Mais c'est pas grave, vous me l'écrirez à la fin, comme ça j'aurai trois. Donc, mwalimu, si je traduis en français directement, ça ne veut pas dire un enseignant, ça veut dire un savant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec vous, mais Chabi, c'est un savant. Oui. Quoi qu'il en soit, moi, c'est le métier que j'ai exercé dans les temps, dans ma jeunesse là-bas au Rwanda. J'ai une petite idée d'un enseignant, un bon enseignant. C'est quelqu'un qui porte un regard bienveillant sur ses élèves, en ayant conscience que c'est ce regard-là qu'ils vont porter sur le monde. Je pense que c'est dans cette conscience-là, que c'est cette volonté-là, de ce regard que vous allez porter sur le monde, qui a fait qu'on m'ait invité ici. Je laisse tranquille vos enseignants. Avec un grand merci, un grand bravo quand même. Et je me dis qu'à part ces parenthèses, j'aurais dû arriver devant vous et vous dire, voilà, en direct, sans détour, je suis venue vous parler du génocide des Tutsis du Rwanda. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un génocide déjà? Un génocide. Le génocide, l'homogénocide, c'est quoi? Oui. L'extermination de masse organisée préméditée. C'est parfait. L'homogénocide, il vient du grec, je pense que vous devez le savoir, génos, race, sidéré, qui veut dire tuer. Et le mot, il n'existait pas, il a été forgé par un avocat juif polonais, presque à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1944, dans son livre « La discrimination dans l'axe et dans l'Europe occupée ». Je pense que c'était ça le titre de son livre. Et ce mot, il n'existait pas avant. Vous voyez, c'est un mot assez contemporain.
dans ce siècle des génocides, le XXe siècle. Donc je disais que j'aurais dû venir directement et vous dire bonjour, je suis venu vous parler du génocide des Tutsis. Seulement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas aussi simple que ça, je veux dire. Parce qu'un génocide, c'est quelque chose qui efface tout, qui rend muet. Quand tu échappes à un génocide, tu es muet, tu es déshumanisé. Il faut que tu réapprennes à te remettre à peine debout, à marcher, que tu réapprennes à vivre, que tu réinventes les mots, les nouveaux mots. Parce que les mots que tu connaissais, ils ont servi à tuer. Ils ont été souillés. Je vous donne un exemple du mot qu'on utilise tous les matins. Les Hutus génocidaires, des hommes ordinaires, des médecins, des enseignants, des prêtres, des journalistes, des photographes, des hommes ordinaires, même des femmes ordinaires, parce qu'ils ont participé, les femmes, au génocide, voire même les enfants. Donc je disais qu'un homme ordinaire se levait le matin, il disait à sa femme, à ses gosses, « Bonne journée, je vais travailler ». Il allait tuer les Tutsis. Vous imaginez, moi, tous les matins quand je me lève, que je dois penser que je vais travailler, ça me ramène tout de suite là-bas, le mot travail, il a pris ce sens-là. Donc il faudrait inventer des mots, des nouveaux mots pour dire. Et le comble, c'est qu'il faut dire pour ne pas mourir. Là, je vous vois figé, en train de vous imaginer cette femme-là, de couleur. Elle est venue nous parler de la terreur. Oui, sans aucun doute. Je ne peux pas trouver d'autres mots. Sauf que ce n'est pas ma démarche. Je suis venue vous parler de la terreur, d'accord, et ce n'est pas pour que vous soyez terrifiés. C'est pas ça ma démarche. Je ne voudrais pas que vous soyez terrifiés. Au contraire, je voudrais que, à partir de ce moment où nos regards se sont croisés, ou plus tard, parce que vous avez d'autres missions à remplir, avoir votre baccalauréat en poche, hein, vous avez d'autres missions. Ou plus tard, tout au long de votre vie, hein, le destin de votre pays, dans très peu d'années, il va être dans vos mains. C'est vous les futurs Macron. Je ne veux pas que vous appliquiez sa politique, mais bon, on verra, vous pouvez être des bons Macron. Je veux dire qu'il faut viser haut, hein, prendre le destin de votre pays en main. Et donc, je ne voudrais pas que vous soyez terrifiés, je voudrais que vous ayez le contrôle sur vos capacités intellectuelles pour maîtriser vos émotions. Ne vous laissez pas frapper par la terreur. Au contraire, je suis venue vous la protéger. Mais je voudrais que vous deveniez, donc maintenant, plus tard, tout le long de votre vie, des ambassadeurs et des ambassadrices. Ça, c'est mon téléphone. Donc, je disais que je voudrais que vous deveniez des ambassadeurs et des ambassadrices de la mémoire. Alors, ma première mission des ambassadeurs et des ambassadrices, c'est de la mémoire pour que ça ne se reproduise plus jamais. Pour que le plus jamais ça, vous savez ce mot, le plus jamais ça, qui a été prononcé après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, pour que ce mot qui le veut le plus pieux
que le monde ait pu prononcer et qui n'a pas pris forme chez moi, parce que ça s'est passé après, pour qu'ils deviennent des réalités. Je voudrais que vous deveniez des ambassadeurs et des ambassadrices de la vie. Hein, le droit, le plus inaliénable, on n'y touche pas, on la préserve. Je voudrais que vous deveniez des ambassadeurs et des ambassadrices du respect de la vie de toute personne, quelle que soit son origine, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa couleur de peau, sa couleur des cheveux. Le respect de la personne, quel que soit son état. Alors il y a des mots que je prononce et ces mots m'arrêtent. Là par exemple, je viens de dire le mot état et je me dis qu'il faut que je vous dise, ce n'est pas cet état-là, l'état qui nous dirige, parce que celui-là, si vous n'êtes pas vigilant, il est capable du meilleur comme du pire. Donc je vous dis l'état de la personne, l'état de santé de la personne, son état physique, son état mental, son orientation sexuelle, le respect de la personne dans toute sa différence. Je ne vous apprends rien, vous naissez dans une famille avec votre sœur, vous vous retrouvez différent. Hein? Pas aimer la même chose, pas faire les mêmes études. Voilà, avec vos copains. On est différents, mais on est multiples. Je vais dire, quand vous partirez d'ici, vous allez dire, il y a une femme qui est passée dans notre lycée et nous a dit que personne, quelle que soit l'autorité qui dispose sur nous, n'acceptez pas qu'il vous enferme dans une seule identité. Parce que c'est ce qui m'est arrivé, on m'a enfermé dans une identité d'un enfant Tutsi destiné à être tué. Je n'étais pas qu'un enfant Tutsi, j'étais peut-être un enfant tout court, un enfant qui aime cela. Voilà. N'acceptez jamais ça. On vous enferme dans quelque chose pour vous destiner dans autre chose, pour vous orienter dans autre chose. J'ai une dernière mission à vous confier, c'est que je suis à la demande des jeunes comme vous, des gens conscients de la situation, de rompre avec l'habitude de la cinquantenaire. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour l'appeler. Ce que j'appelle l'habitude de la cinquantenaire. Vous connaissez Vichy. Ah, c'est un bon exemple de l'État qui est capable du pire. Vichy, la Shoah, ça a été reconnu 50 ans après par le président Chirac le 16 juillet 1995. J'étais ici. Ça faisait 1 an que j'étais en France, que j'avais connu le génocide. À la prononciation du discours de Chirac, j'ai eu de l'espoir en me disant si un président reconnaît un crime d'État, c'est qu'on va peut-être reconnaître le crime qui s'est passé chez moi. Ça fait 25 ans que j'attends. Le génocide des Arméniens, là ça fait 2 fois 50. 2016, c'est là où le génocide des Arméniens, il y a eu une parole politique pour reconnaître ce génocide. C'est le président Hollande de 2016. Alors je me dis que pour moi et mon génocide, le génocide des Tutsis du Rwanda, ça fait 25 ans bientôt, toujours rien. Pas une parole présidentielle, pas une parole d'un homme d'État pour reconnaître ce génocide. Et pourquoi je veux qu'il y ait une reconnaissance de ce génocide dans son pays, dans mon pays, la France? C'est parce que c'est le pays le plus infiniment lié à ce crime qui s'est passé loin, loin d'ici. On peut le dire que c'est loin. Mais quand l'État français décide d'y envoyer des militaires, je vous assure, ça ne prend pas plus de 7 heures. Ils sont là-bas. Ils sont arrivés. Donc, c'est pas si loin que ça. Donc, si cette habitude que j'ai appelée l'habitude de la cinquantenaire continue, ça veut dire qu'on reconnaîtra le génocide des Tutsis dans 25 ans. Alors, j'essaie de calculer, dans 25 ans, j'aurai dépassé 80 ans.
pense que je ne serai pas capable de venir dans les lycées pour vous appeler si je suis encore là. Voyons, je serai peut-être occupée à faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait à 80 ans? Je serai peut-être occupée à chercher mon dentier, voyons. Voilà ce qui risque. Donc je vous confie cette affaire parce que moi, dans 25 ans, je n'aurai pas de capacité de faire quoi que ce soit, je pense. Je vous confie l'affaire Rwanda dans les 25 ans qui arrivent. C'est le souci d'être un témoin, c'est le souci de ne pas avoir une élaboration académique, parce que je n'ai pas de notes, je n'ai pas de plan, je risque d'être bavarde, et donc il faut me surveiller, me calmer un peu, là, pour qu'on ne dépasse pas le temps, on a le temps qui est limité, on doit faire autre chose, et vous devez faire autre chose. Je me disais qu'on peut continuer par ouvrir mon livre, parce qu'un livre est fermé, c'est un livre muet, et j'ai écrit avec l'espoir qu'il sera lu. Et s'il y a une voix jeune qui porte un passage de mon livre, là maintenant on peut commencer par ça. Qui c'est qui veut lire, je lui propose le premier passage. Il était une fois Habayeyo. Alors, je me mets à côté de lui. Les mots à Kinyarwanda, je les dis, et toi tu continues. Tu t'appelles comment? Louis. Louis. Alors, lui et Adélaïde vont vous faire une lecture. Il était une fois Habayeho, une femme du nom de... Nyirakaranena, Elle avait un défaut. Elle ne résistait pas à l'envie de manger cette viande interdite pour toute personne de sexe féminin. Ainsi, Nyirakaranena en mangeait en cachette. Après l'avoir remarqué, son mari lui tend un piège. Caché dans un coin de l'Uruzange, une mezzanine à la rwandaise installée au-dessus de l'endroit où l'on fait la cuisine, derrière le panier de viande, il attend. Sa femme arrive, descend le panier, coupe un morceau de viande et essaye de remettre le panier à sa place. Elle le pose exactement avec beaucoup d'attention au même endroit, de la même manière, comme d'habitude, mais le panier tombe. Elle le remet, il lui revient encore et encore. La troisième fois, elle est effrayée. L'interdit l'obsède. Elle commence à croire à une malédiction. Toute tremblante, elle cherche une solution pour faire tenir ce maudit panier. Elle se déshabille, enfile la tenue de son mari. Celui-ci la regarde en silence, il est insensible à sa panique, sans pitié. Il veut que sa femme admette le pouvoir de l'interdit. Nyirakaranena Apeurée, craint que son mari surgisse d'un moment à l'autre. Il faut faire vite. Déguisée, elle soulève le panier et le supplie en ces termes. Accepte que je te suspende maintenant, je suis un homme. Mais le panier de malheur retombe. Nyirakaranena Et désemparée. Elle oublie de reprendre ses affaires. Court demander conseil à sa maman. La mère et la fille sont déconcertées. Dans cette ambiance, le mari arrive. Impossible de dissimuler la détresse. Sa femme lui raconte sa mésaventure et conclut qu'elle n'a plus qu'à se suicider. Son mari intervient avec le plus grand sérieux. Avant que tu mettes fin à tes jours, dit-il, viens me montrer exactement la scène. Désespérée, elle accepte quand même. Devant son mari, elle refait le même geste. Elle soulève le panier et le pose en haut à la même place. Comme par miracle, le panier ne revient pas. Le mari lui dit alors, tu as levé l'interdit puisque la chèvre n'est pas retombée. Désormais, grâce à toi, toutes les femmes pourront manger la viande de chèvre. Moralité, c'est l'homme qui a tout le pouvoir car il est le seul en possession du secret, commente l'une de mes sœurs. Mes sœurs et moi, on raffole des brochettes de chèvre, et ma mère s'exclame souvent. Heureusement qu'il y a eu Nyirakaranena. Nous connaissons le conte. La légende raconte que Nyirakaranena était Umugesserakazi. Nyirakaranena étant son nom, Umugesserakazi son clan. Les récits ne nous relatent pas si cette femme était Hutu, Tutsi ou Twa. Son nom est seulement accroché à son clan.
Nyirakarane Umugeserakazi. J'ai choisi ce conte parce que c'est dans la culture universelle, je pense, qu'on raconte des histoires aux enfants, à la famille ou à l'école. Ce conte, on me l'a raconté souvent. Quand je l'ai écrit en tête. Je n'ai pas été me documenter quelque part. Et je l'ai mis pourquoi? Parce que dans la légende, on ne nous parle pas de cette histoire de Hutu, de Tutsi ou de toi. Ça ne se retrouve dans aucun conte rwandais. Donc je l'introduis dans mon livre pour souligner pour marquer cette fabrication des ethnies qui est une fausse fabrication parce que les Hutus et les Tutsis, il n'y a pas lieu de les appeler des ethnies parce qu'on parle d'ethnies au cas où des tribus ne parlent pas la même langue, ne vivent pas mélangés. Or, les Hutus, les Tutsis et les Twa, ils vivent sur la même colline, ils parlent la même langue, ils sont mariés entre eux, donc la fabrication elle est basée sur une idée fausse depuis le départ. Et cette fabrication date du temps de la colonisation. C'est vraiment une histoire contemporaine. On va s'enfoncer encore plus loin dans mon livre. Je vais vous montrer les photographies, les visages et les textes et les extraits de textes. Parce que quand j'ai commencé à écrire, c'était 14 ans après le génocide. Et j'étais restée dans le mutisme, je n'avais pas parlé. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis posé la question, est-ce que je suis légitime? J'ai cherché des gens qui ont écrit sur ce génocide pour m'en servir comme appui, pour affirmer. Voilà, j'en avais besoin pour me rassurer moi, en me disant, tel a dit que, donc, comme j'avais passé tout ce temps à me dire, personne ne peut me croire, donc j'ai pris des appuis. Ce matin, dans l'autre lycée, il y a un jeune qui m'a parlé des béquilles. J'ai pris ça comme des béquilles. Il y a quelqu'un qui va lire. Entre chaque aube et chaque crépuscule, 10 000 innocents sont décapités, jetés dans les rivières, offerts en pâture à des chiens devenus aussi féroces et assoiffés de sang que leurs maîtres, mitraillés, dépecés, violés, brûlés, vifs, enterrés vivants ou précipités dans les fosses sceptiques, le tout au milieu des ricanements de mères de famille, de pères de famille et de gamins hilaires, écrira l'écrivain djiboutien Abdourahmane Ouaberi. Abdourahmane Ouaberi, c'est un écrivain africain égyptien. Ça se trouve sur la corne de l'Afrique à l'est. Et je prends ce texte parce qu'il est cru. Voilà, il dit les choses, comment ils se sont passées. Et cet écrivain africain me réconfortait parce qu'il écrit ça, Abdourahmane Ouaberi écrit ça 4 ans après le génocide. Et pendant ces 4 ans, j'avais attendu une voix africaine qui s'élève pour parler du génocide. Et je me disais, mais où sont les voisins? Aucun Ougandais, aucun Tanzanien, aucun Malien ne parlait pas du génocide qui s'est passé sur leur continent. Donc ça m'a frappé de dire, ça arrive. Il y a quelqu'un qui parle, qui écrit, c'est un romancier, et qui écrit sur ce génocide. Et il écrit ça 4 ans après, c'est en 98. Et cette année, il y avait une autre affaire qui m'avait marqué, c'était la création de la mission d'information parlementaire. C'est-à-dire que je me disais que l'État français progresse. Ils ont mis une mission pour informer les gens sur le génocide
une mission parlementaire pour informer et les gens pour rassembler les documents. Ils ont fait 4 volumes. Nous sommes en 98, 4 ans après le génocide. 4 volumes, 4 tomes, où vous pouvez trouver toute la documentation que vous voulez. Mais la conclusion, ça m'a refroidi. C'est-à-dire que, en fait, ils ont mis cette mission en place pour montrer la France comme un pays qui n'a rien fait là-bas. Parce que la conclusion dit aucun militaire français n'a pris la machette. Comme si le génocide des Tutsis avait été commis qu'à la machette. Et non. La France avait livré des armes. C'est un génocide moderne, il y avait la télévision, il y avait les journaux. Et c'est un crime d'État. Un génocide ne peut pas avoir lieu sans l'implication de l'État et la fédération des autres États. Et l'État français a fédéré, carrément. Je n'utilise pas le mot collaboration parce qu'il a été utilisé dans d'autres affaires qui sont assez parlants. Donc je me disais que là, un Africain parle et la France met une émission, on avance. Je suis quelqu'un qui ne désespère pas. On peut lire quoi la suite. Tu peux lire. 2000 casques bleus, 300 marines américaines stationnées au Burundi, les 500 hommes des forces spécialisées déployés pour l'opération Amaryllis ainsi que le bataillon du FPR assiégé dans l'immeuble du CND, nous approchons de 4000 soldats qui pouvaient tuer le génocide dans l'œuf. Lieutenant général Roméo Dallaire, commandant de la mine noire. La mine noire, c'est une mission des casques bleus envoyés au Rwanda. Les casques bleus, vous savez ce que c'est? Les soldats de l'ONU, que l'ONU envoie dans des pays où il y a des extrêmes violences, où les pays sont en guerre. Au Rwanda, il y avait des casques bleus. Mais si on a le temps, on verra comment ça s'est terminé. Mais ils étaient au Rwanda en décembre 1993, c'est-à-dire 4 mois avant le génocide. Et qu'est-ce qu'il dit le commandant de ces soldats? C'est un Canadien. Il dit « Je disposais d'assez de soldats pour tuer ce génocide dans l'œuf. » Donc qu'on ne vous dise pas que ce génocide était inévitable. Il était évitable. Il pouvait le tuer dans l'œuf. C'est lui qui l'affirme. Il en est d'ailleurs devenu un peu malade de sa mission ratée au Rwanda. Comment raconter une vérité peu crédible? Comment susciter l'imagination de l'inimaginable, si ce n'est en élaborant, en travaillant la réalité, en la mettant en perspective? Avec un peu d'artifice donc. Georges Saint-Prin. Georges Saint-Prin, c'est un rescapé de la Shoah d'origine espagnole. Je me sers de son écrit parce que j'étais presque dans le même état. Comment raconter quelque chose d'inimaginable? Comment l'écrire? Je n'avais pas réussi à dire est-ce que j'allais trouver des mots. Ces artifices dont il parle, c'est par exemple ce conte que je mets pour montrer, je cherche des éléments pour prouver, pour éclairer, pour arriver à penser l'impensable. Il ne faut pas croire que le caractère horrible de ce qui est en train de se passer là-bas ait les mêmes significations pour eux et pour nous. Charles Pasqua. Charles Pasqua. Il était ministre, il est mort, je pense, il n'y a pas très longtemps. Il était ministre de l'Intérieur en 1994, du gouvernement Balladur-Mitterrand. Et là, Charles Pasqua, il ne commet pas seulement une faute, parce qu'il y a une faute de grammaire là-dedans dans son propos, mais il commet une faute humaine. Il y a
il y a vraiment du racisme là-dedans. Et quand c'est tenu, oui. Non, je pensais que c'était une question. Quand c'est tenu par un ministre de l'Intérieur, moi j'appelle ça le racisme d'État. Il dit que nous ne souffrons pas pareil. Ça veut dire que ma douleur n'a rien de pareil que la douleur d'une femme occidentale, par exemple. Que j'entends plein de choses. Du mépris, du racisme, de ce crime qui s'est passé là-bas, chez les barbares, chez Atavik, c'est dans leur sang. Ils se bouffent depuis la nuit des temps. Voilà, il y a tout ça là-dedans. Aussi et davantage, une alerte sur les collines du Rwanda, un pas de plus et sans doute a été franchi dans l'histoire infinie de la destructivité humaine. Réveillera-t-elle les endormis? Gérard Rabinovitch. Alors, je suis en correspondance avec Gérard Rabinovitch, qui est un juif. Et un pas de plus, c'est une affirmation. Ce qui s'est passé sur les collines du Rwanda, il affirme. Et moi, ça me rassure dans mon travail d'écriture. Et la question qu'il pose, c'est la même que je pose. Est-ce que ce crime des crimes va réveiller l'humanité? Voilà, on est dans la même démarche. Voilà le Rwanda, petit pays. Vous avez travaillé sur le livre de Gaël Faye? Non. Gaël Faye, ça vous dit rien? Vous allez chercher sur Wikipédia Gaël Faye, le petit pays. C'est le livre du jeune romancier qui vient l'année dernière, il a eu le prix lycéen. Je dis ça parce qu'à l'autre lycée où j'étais, ils ont travaillé sur le livre de Gaël Faye. Voilà le Rwanda, le petit pays qui est comparé, en superficie, à une région de la France. On dit qu'il est dans les mêmes dimensions que la Bretagne. Mais qu'il y a le nombre d'habitants de 11 millions actuellement au Rwanda est surpeuplé. L'histoire de ce pays, en partant de l'époque de la colonisation, c'est une ancienne colonie allemande. C'est des Allemands qui arrivent au Rwanda en 1890, quelque part là, et qui vont rester au Rwanda jusqu'à ce qu'ils perdent la guerre. Après la Première Guerre mondiale, donc 14-18, le Rwanda a été confié à la Belgique. Contrairement à ce qu'on peut penser, le Rwanda n'est pas une ancienne colonie française, c'est une ancienne colonie belge. Et la Belgique va rester au Rwanda donc à partir de 1918 jusqu'à 1962, l'indépendance de ce pays. Et l'indépendance va se passer dans les massacres des Tutsis. Les massacres des Tutsis datent de 1959, 1960, 61, 62. Ce sont des époques des premiers massacres des Tutsis. Alors pour l'histoire, la géographie, le Rwanda est situé en Afrique centrale, vers l'est, donc vers l'océan Indien. Là, nous sommes en Tanzanie, là c'est l'océan Indien. Au nord, c'est l'Ouganda. Je parle de la Tanzanie parce que il y a quelque chose qui est très connu, c'est que c'est en Tanzanie que va être placé le tribunal international pour le génocide en novembre 1994, c'est-à-dire quelques mois après le génocide. C'est exceptionnel. Et il va être placé en Tanzanie, à Arusha. Vous entendrez le tribunal international d'Arusha qui s'occupait du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie. Il y avait deux missions. C'est aussi une question qu'on peut poser à l'ONU, pourquoi on place ce tribunal-là pour juger les crimes d'un pays à côté et un autre qui est de l'Europe et de l'Est. C'est clair que le budget qui va être jeté pour les déplacements, les avions, est quand même démesuré.
au nord, c'est l'Ouganda. Et ce pays, on va le retenir par rapport aux anciens exilés de 1959. La majorité vont se réfugier en Ouganda. Et on va les revoir en 1990. C'est leurs enfants qui ont attaqué le Rwanda. Et c'est là que se trouve le cœur, c'est là que commence le problème, l'enfer des Tutsis, 1990, avec l'attaque des jeunes rebelles Tutsis. À l'ouest, du côté du lac Kivu, le Zaïre, le grand Zaïre, la RDC, le pays riche en sous-sol, en minerai. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'en 1994, quand les Hutus perdent la guerre, sont en train de perdre la guerre contre le FPR, ils ont fini de commettre le génocide. Il y a l'opération turquoise, je dis plein de choses, mais on va voir un à un, étape par étape. La population rwandaise se réfugie, le Rwanda se vide et va se placer là tout autour du lac Kivu, et ça a créé des problèmes et des soucis qui existent encore. Et c'est l'opération turquoise qui va superviser cet exil massif après un génocide. Et au sud, il se trouve le Burundi, le pays qui a presque les mêmes soucis que le Rwanda, ethnique, les Hutus et les Tutsis existent là-bas. Moi, je me dis que le Rwanda a fini, mais le Burundi est encore dedans. Ça, c'est chaud. Voilà pour la situation, on continue. Ça, c'est à peu près ce que dit Georges Samprin. Cette carte, je la mets dans mon livre pour une autosatisfaction personnelle. Je pense que là où vous êtes, vous ne voyez pas les petits chemins, les petits noms qui sont là-dedans, à part prendre la loupe. Et c'est ma région natale. Je suis née là-bas, ces pistes, je les connaissais. Et c'est la région de Butare, au sud du Rwanda. Et comme disait le général Roméo Dallaire, c'est une région qui pouvait être protégée. Parce que le génocide chez moi, il va commencer le 20 avril. Il a fallu assassiner le préfet de la région pour commencer le génocide. Ça veut dire que si on avait voulu nous protéger, on aurait vraiment pu. Voilà pourquoi je mets cette carte. Je raconte. Je ne sais pas si vous y voyez, mais ce n'est pas grave si vous n'y voyez pas, vous voyez un peu flou. C'est une rangée de femmes qui sont en train de préparer le beurre. C'est une photo que je mets pour dire que les femmes sur une même colline, elles ont des mêmes projets, elles vivent ensemble, elles préparent le beurre ensemble. Elles ne se regardent pas à gauche, à droite, si toi tu es Hutu, si toi tu es Tutsi. Tu as juste ressemblé à ces données, tu viens de la communauté, on prépare le beurre. Sois habillés pareil et partagent le même quotidien. C'est une photo qui m'en faisait rire parce que de temps en temps il faut trouver une blague ou un truc de, comme je vous disais, pour ne pas mourir. C'est ma grand-mère. Elle nous racontait plein de choses. Elle nous disait, quand je suis allée me marier, j'étais coiffée pareil. C'est vrai, là, et mes tantes et moi, on était mortes de rire parce que nous, ça n'existait pas à notre époque. On est allé se marier en voile, robe blanche, à l'européenne, quoi. Donc cette coupe, on la trouvait très drôle. Je la mets en souvenir, en hommage, en souvenir de ma grand-mère qui est allée se marier coiffée comme ça. Pareil comme les femmes, mais ça c'est des jeunes garçons danseurs. Ils dansent ensemble. Ils ne se regardent pas si toi tu es Hutu ou tu es Tutsi. Ils regardent tes capacités artistiques, si tu danses bien. Voilà. Et tu fais partie du ballet par rapport à ta danse, pas par rapport à ton ethnie. Traditionnellement, ces garçons, ils s'entraînaient dans le Hugo, ça veut dire l'enclos, la maison. Dans les familles, donc.
La légende de cette photo, je ne la vois pas, mais voilà, elle arrive. Le mot le plus important, c'est imitation. Pourquoi? Parce que ça a existé dans l'histoire du Rwanda. Mais moi, j'ai grandi sans voir ça, parce que la Première République, la Deuxième République, ils se sont attelés à détruire tout ce qui concernait la monarchie. Ils appelaient ça une écriture tutsi. C'est-à-dire qu'en faisant disparaître l'histoire, ils préparaient aussi la disparition des gens qui portaient cette histoire. C'est comme ça qu'on élimine un peuple en détruisant sa culture, sa langue, ses manières de vivre. Ça, j'ai grandi dans un pays où je ne voyais pas ça. Ça, c'est une imitation parce que c'est maintenant. C'est après le génocide qu'on essaie de reconstruire, de reconstituer des étapes historiques de notre pays, de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on vivait ensemble. Et une photo, une vache aux grandes cornes et son berger. Non, ça aussi, c'est de l'imaginaire. J'ai mis cette photo dans mon livre parce que je pensais que ce petit garçon, sous cet engin, ça pouvait être mon père. Voilà, mais comme je n'avais pas la photo de mon père quand il était petit, je m'imaginais qu'il pouvait être là. Parce que mon père nous racontait qu'il est allé à l'école à l'âge de 16 ans, presque à votre âge. Pourquoi? Parce qu'avant, il devait être capable de se construire, de se fabriquer ce vêtement-là pour se protéger des intempéries. Il devait être capable d'aider une vache à mettre les bas et ensuite son père pouvait l'autoriser à aller à l'école. Donc la photo, je la mets en me disant, mon père, il était peut-être comme ça. C'est une photo que j'ai glanée à droite. On verra les origines des photos. La photo de ma famille en 1972, ça doit vous sembler très très loin, mais j'avais 10 ans. 1972, j'avais 10 ans, je suis la 5e de cette famille et je suis là, en tenue comme mon frère Jean. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, en 1972? Ma tante, qui avait quitté le Rwanda chassée en 1959, elle est revenue au Rwanda nous rendre visite. Et mon père nous a alignés là et on devait nous prendre en photo pour que ma tante reparte au Burundi avec une autre photo. Et ma tante est repartie au Burundi avec une autre photo. Et mon père avait dit à cette époque, peut-être qu'on ne se reverra jamais. Et c'est ce qui est arrivé. Mon père n'a plus revu sa sœur parce que lui, il avait été tué. Et ma tante, quand elle est rentrée au Rwanda après le génocide, parce qu'elle était au Burundi, en 1994, c'est elle qui m'a donné la photo. Et pour moi, c'était un trésor. Là, on est 9 sur cette photo parce que la petite dernière n'était pas née encore. Et cette petite dernière qui n'était pas née encore, je n'aurai jamais sa photo. Elle avait 18 ans en 1994, elle n'est pas sur cette photo. C'est pareil, c'est la photo de mon père et de ma mère. Regardez bien le bébé que ma mère porte dans les bras. Et je vais vous la montrer en 1994. Donc c'était une photo pour que ma tante aussi parte la photo de mon papa et de ma maman. Mon frère Jean, celui qui est à côté de moi, dont on se tient pareil, c'est une photo de la carte d'identité. Et mon frère Jean, je vais vous raconter un peu son parcours rapidement. Mon frère Jean, en 1989, donc un an avant l'attaque du FPR, il a eu une bourse pour aller à Dakar, une bourse de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc je disais que mon frère a eu une bourse de l'OMS. C'était exceptionnel parce que nous, les Tutsis, on n'avait pas droit à une bourse, on avait
droit à rien, de faire des petits métiers, se contenter. Le niveau universitaire, il était pour les enfants du pays, nous, on n'était pas des enfants du pays. Donc il est parti à Dakar, il est revenu 2 ans après, en 91, et le Rwanda, il était en guerre avec les rebelles Tutsis qui ont attaqué le 1er octobre 1990. Je sais pas, je donne plein de dates, mais je n'étais pas obligé de les retenir, mais l'essentiel c'est que il arrive au Rwanda et on l'arrête à l'aéroport, on le fouille, on le traite de complice du FPR, d'ennemi du pays, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne les connaît pas. À la limite, il avait entendu que le Rwanda il était en guerre, mais sans beaucoup s'intéresser à ça. Et il leur dit, mais moi je suis allé faire une spécialité en santé publique, voilà, c'est tout, je n'ai rien à voir avec ces gens qui ont attaqué le Rwanda. Si, on lui dit, ce sont tes cousins, vous êtes tous pareils, les Tutsis, les cafards. Il arrive à récupérer ses valises, il rentre, il me rejoint à la maison, il me dit, ma sœur, il faut que j'aille voir ces gens dont je suis complice alors que je ne les connais pas. Donc c'est là, à cette année-là, qu'il est parti au front. Donc il a fait la guerre avec le FPR, mon frère Jean. Et je vais vous raconter la suite parce que la fin est encore tragique, mais on est dans la tragédie, je voulais dire. On va voir la suite après, je vais vous le montrer après. Voilà ma petite sœur, celle que je vous disais, qui était dans les bras de mes parents en 1972. C'est son année de naissance. En 1994, elle a consolé. Ma petite sœur, elle avait 22 ans, elle a été tuée à 22 ans. Antoine, mon petit frère, là c'est une petite photo quand il était à l'école primaire. Sûrement que c'est ma tante qui me l'a donné aussi. Mais ce qui est important par rapport à Antoine, c'est pour vous montrer comment il y a plus de lien, de relation pendant le génocide. Tout est cassé. Antoine, il avait eu le culot d'épouser une fille Hutu. En 1994, il était marié à une fille Hutu. Et on le savait que sa femme était Hutu, mes parents le savaient, mais il avait aimé, ils s'étaient aimés, donc ils se sont épousés. Seulement, ce qui va se passer en 1994, c'est que sa belle famille, ils vont venir parce qu'ils savent que ma famille est sur la liste de ceux qui vont se faire exterminer. Ils vont venir récupérer leur fille et Antoine a été tué par ses beaux-frères. Ma grande sœur, l'aînée de la famille, je me dis qu'elle existe encore à travers sa sœur, parce que quand je vais quitter le Rwanda pendant le génocide, je vais m'enfuir avec ma nièce, la fille de ma sœur, qui habite à Bordeaux, qui est encore en vie, qui a des enfants, c'est une jeune maman, et je me dis qu'ils n'ont pas fini le travail. Ma petite sœur Concessa, celle qui est à mini-short avec sa copine Émérance, donc ma petite sœur Concessa, elle est plus. Mais ce que je peux vous raconter sur cette photo, c'est les exceptions de la survie. J'ai voulu flouter la photo de la copine de ma sœur quand j'écrivais le livre. Je dis, mais je ne la connais pas, je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. Seulement, en famille, à la maison, ma petite sœur disait tout le temps mon amie Émérance. Émérance existait dans ma famille, mais par son prénom. On ne l'avait jamais vue parce que c'était sa copine de Kigali, et à la capitale où elle allait à l'école. Nous, elle n'était jamais venue à la maison, donc on ne la connaissait pas. Je connaissais Émérance par le nom. Quand j'écrivais le livre, j'ai failli la flouter. Et puis quelque chose m'a dit, mais peut-être que tu pourras la retrouver, peut-être qu'elle n'est pas morte, peut-être que tu peux tout simplement lui rendre hommage. Je l'ai laissé comme ça, dans une forme d'interrogation.
Et récemment, il n'y a pas 2 mois, j'ai retrouvé la grande sœur d'Emerance qui m'a dit merci d'avoir rendu hommage à ma petite sœur. Emerance, c'était ma petite sœur. Donc voilà, ça nous arrive comme ça des choses extraordinaires. Je sais qu'elle a une grande sœur, qu'elle a été tuée. Maintenant, je connais son histoire et qu'elle a une sœur à Nantes. Mon frère Jean, qui en 1994 était un enseignant, avait 4 enfants. Il a été tué avec ses 2 aînés et les 2 petits derniers ont survécu avec leur maman. Je me dis que la pensée exterminatrice a échoué. Ils ne sont pas exterminés. Il y a des rescapés. Il a 2 enfants qui sont... C'est ma photo de mariage en 1982. Et sur cette photo, il n'y a que moi et mon ex-mari qui sont en vie. Parce que ce soit ma belle famille, que ce soit ma famille, de mon côté, ils ont tous été tués. Les jeunes, les moins jeunes, il n'y a plus que nous 2. Revoilà mon frère Jean, donc dans un abri pendant la guerre. Jean, il a fait la guerre jusqu'à ce qu'il gagne le pays en 1994. Et en 1994, moi j'étais à Bordeaux, il m'a envoyé des lettres assez désespérées en me disant je ne sentais pas la victoire dans sa vie, cette force de nous avons conquis le pays. Il n'avait pas. Parce qu'il me disait qu'il s'était battu pour rien. Et 2 ans après, il a sauté dans l'alcool, il s'est tué sur une moto. Il était promis capitaine, donc il est mort en 1996. Et je me dis que malgré les comptabilités de l'ONU qui disent 800 000 morts, alors que le Rwanda, qui est le plus concerné dans cette affaire, il est à 1,5 million de morts. Et je me dis aussi qu'on ne compte pas ceux-là qui sont morts 2 ans après, suite aux conséquences du génocide. Ils ne sont même pas comptés là-dedans. Mon frère, il n'est pas compté dans les victimes du génocide. Alors que je vais avoir du mal à vous parler sur cette photo, mais je vais faire mon possible parce que je suis là, je ne peux pas m'éclipser. Ça, ce sont mes enfants en 1988. J'avais 3 enfants, 2 garçons et une fille. Sur les côtés, mes 2 garçons, en 1994, l'aîné avait 11 ans et le second avait 10 ans. Ils ont été tous les 2 tués. Il y a leur petite sœur au milieu qui a survécu, qui est en France et qui a 30 ans maintenant. Voilà, je raconte comment j'ai eu cette photo par rapport à mon élève qui est allé faire ses études au Zaïre parce qu'il était Tutsi, il n'avait pas le droit de continuer ses études au Rwanda et ses parents lui ont payé les études à l'étranger. Et j'ai échangé des lettres avec lui. Et donc je lui ai envoyé une photo, et les événements qui se passent. C'est comme ça que je lui ai envoyé la photo de mes enfants. Et c'est lui qui va me rendre cette photo. Sinon, je n'aurai rien comme souvenir. C'est ça le génocide, c'est de tuer les souvenirs. C'est mon élève qui est maintenant un grand banquier à Kigali qui m'a donné cette photo après le génocide, après 1994. Celle-là aussi, c'est lui qui me l'a donnée. Je lui avais envoyé pour lui montrer mes fiançailles. Vous pensez que c'est moi? Non. Je ne sais pas.
Oui. Ben, le temps a fait son travail, c'est moi à l'âge de 20 ans. Voilà. Donc c'est un top modèle, mais c'est moi. Donc c'est mon élève aussi qui va me donner cette photo que je lui avais envoyée. Donc je la mets dans le livre. Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est quelques souvenirs que j'ai. Voilà. Le mémorial de ma région, c'est au retour au Rwanda. Donc j'ai mis 13 ans pour accepter, même dans la rue à Bordeaux, que je suis rwandaise. Quelqu'un m'interpellait, me disait, vous venez d'où, madame? Vous savez, quand tu es une femme de couleur, tu viens toujours de quelque part ailleurs. Donc quelqu'un m'interpellait, me disait, vous venez d'où, madame? Je lui disais, devinez. C'est du Sénégal. Je dis, oui, oui, c'est ça. Pourvu que ça ne soit pas le Rwanda, je voulais parler d'autre chose, m'éloigner de cette histoire. Et 13 ans après, ça m'a rattrapé, hein, à savoir. Et j'ai proposé à mes enfants d'y retourner. Les enfants qui ont échappé au génocide. Donc j'avais 2 petits garçons jumeaux qui avaient 2 ans et ma fille que j'avais pu récupérer, qui en 94 avait 6 ans. Et pendant ces 13 années, bonnes 13 années, j'avais évité de leur parler du Rwanda. On avait cherché la nationalité, on était devenus des Français. Je leur disais, allez à l'école, il faut travailler, bien travailler, c'est ça l'important. Surtout pas le Rwanda. Le Rwanda n'existait pas dans mon langage. Et quand ça vient, 13 ans après, je leur dis, il faut qu'on aille au Rwanda. Et mes enfants, ils me regardent, mais qu'est-ce qui te prend? On ne connaît pas le Rwanda, nous. Ils avaient même perdu la langue, ils parlaient que le français. Et ils me disent, non, si tu as envie d'y aller, vas-y. Hein. Donc 2007, je vais au Rwanda toute seule. Je reviens avec des petits trucs, des bananes, des trucs exotiques. Je leur dis, écoute, ils disent, ah, mais c'est bon ça. Mais puisque tu es allé, que tu es revenu, on peut y aller nous aussi. Ah, je dis, ben oui. Mais 2008, on est retourné au Rwanda ensemble. Et c'est là que les témoignages se croisent et qu'on nous dit que les nôtres, notre famille, les enfants, ils seraient dans son mémorial. Ça ne mérite pas d'être appelé un mémorial. Un mémorial, il n'y a même pas un nom, il n'y a même pas une photo. De quoi on se rappelle, voyons. Je ne juge pas, mais après le génocide, donc après les 3 mois du génocide, il fallait ramasser les corps à la va-vite pour éviter les épidémies, les mettre dans des fosses communes, étaler le béton dessus. Voilà, c'est ça le mémorial. Il y a 4 fosses communes où il y a, le gardien nous a dit qu'à peu près 30 000 ossements. Donc j'ai pris ça pour que je le garde, pour que je me dise autant savoir où il se trouve et peut-être que j'arriverai à construire un projet pour les sortir de l'anonymat, mettre un nom, mettre une photo, ce qu'on trouvera, pour que ça soit vraiment un mémorial. Mais pour l'instant, c'est toujours comme ça. Ah, c'est ce que je me disais, je pensais qu'on avait sauté quelque chose, mais je n'arrivais pas à réaliser. Donc, c'est mes enfants, quand on retourne au Rwanda en 2008, là, il s'est passé 2 choses. On a retrouvé mon oncle, déjà. Les enfants, ils étaient étonnés qu'il y ait quelqu'un qui connaisse mes parents. Parce que mon oncle m'a dit, quand on a franchi la porte, il a dit, oh, mais qu'est-ce que tu ressembles à ta maman? Les enfants, ils disent, sa maman? Donc notre grand-mère, tu l'as connue? C'était quelque chose, mon oncle. Il s'est passé des choses. Donc mes enfants, ils ont compris qu'il y avait quelqu'un qui a connu ma famille, qui a partagé une bière avec mon père.
c'est pour ça que je mets la photo de mon oncle. Je dis c'est quelqu'un qui m'a reconnu, qui a vu que je descends, qui a dit à mes enfants que je descendais des gens. Et je ne sais pas si je vous ai raconté, mais mon garçon, quand on est allé sur la colline, je vous ai raconté ça, non? Quand on est allé sur la colline, donc en 2008, quand on est allé sur la colline où je suis née, je me suis mise à lui raconter ce qui s'est passé, comment c'était. Alors je me mets à lui dire, ici il y avait la maison de mon père, une grande maison en briques cuites, où il y avait ça et ça. Là, il y avait la maison de mon frère, mon grand frère qui était un enseignant, une maison aussi belle que... Hein, et là, il y avait la maison de mon autre frère qui avait une grande maison et aussi belle, et des allées qui rejoignaient les deux maisons, une colline en bas. Et un de mes garçons, il se met à rire, il rigole. Je dis, ça y est, on est sur le lieu des morts, donc il est possédé. Et il me dit, il vient, il me tape à l'épaule, il me dit, mais maman, tu peux aller à Hollywood, inventer un scénario, tu sais, tu es capable. Ici, regarde, on est au milieu des buissons. Il n'y a jamais eu de vie humaine ici, c'est le domaine des serpents. Et là, je me réveille, je lui dis, c'est vrai que je lui racontais des choses, je leur racontais des choses qui n'existaient plus. Chez moi, on avait tout effacé. Ces allées n'existaient plus, ces maisons, ils existaient que dans mon imaginaire et j'étais en train de leur dire comme s'ils étaient là. Donc c'est mon enfant qui m'a fait prendre conscience que il n'y a plus rien. Il n'y a que dans ton imaginaire qu'il y a des choses. Et c'est en 2008 que je suis rentrée avec l'objectif d'écrire pour lui dire, pour que ça soit, pour qu'il le lise. Et je dis, si c'est écrit, il ne pourra plus le nier. Voilà la dernière photo. On va s'arrêter sur cette image, hommage rendu par la commune de Bègle où j'ai habité pendant plus de 20 ans. Et c'est sur la chapelle de Mussonville, dans la commune donc de Bègle, une commune française qui a rendu hommage aux victimes du génocide des Tutsis. Je me dis que c'est un premier pas, hein, c'est comme le tableau de Picasso. On n'aurait pas connu Guernica s'il n'y avait pas eu le tableau. Je me dis qu'à Bègle, ce symbole, il sera là pour l'éternité. Donc on saura, il y a marqué dessus, Kubaigirwano Kuzima en français, oublier c'est disparaître. En bas, il y a un autre mot à la mémoire des victimes du génocide et des Tutsis. Je me dis qu'ici en France, c'est un premier pas vers la reconnaissance et qu'il y a d'autres pas à faire. Donc je vais m'arrêter là sur ce homme debout. D'ailleurs, ça s'appelle l'homme debout. Et l'artiste qui l'a réalisé s'appelle Bruce Clark. C'est lui qui a préfacé mon livre. Je vous autorise pour l'instant à lire la préface de Bruce Clark, et le reste vous verrez après, quand vous aurez votre bac en poche. Et je vais m'arrêter là pour vous laisser me parler, pour qu'on échange, pour que vous me posiez des questions. C'est un sujet assez énorme pour l'aborder dans tous les coins. Il nous faut une semaine de plus. Mais je fais ça parce que j'ai vu comment il était abordé dans les manuels scolaires. C'est une phrase à la limite de « quand c'est pas faux ». Une guerre tribale qui s'est passée là-bas chez les barbares. Jusqu'à maintenant, Iberi Vedrine, qui était le secrétaire de l'Élysée, il dit que le Rwanda, en 90, avait été attaqué par l'Ouganda.
et qui sont venus soutenir un pays anglophone ils sont venus soutenir un pays francophone qui est le Rwanda contre un pays anglophone et qui l'attaquait. Détournement de vérité. C'est ça que je vous disais tout au début, quand c'est que ça s'arrêtera, les mensonges, surtout les mensonges d'État et des négationnistes de certaines personnes qui ne sont pas punis, alors que le négationnisme est puni par la loi, normalement. Et je vous laisse la parole. J'aimerais bien que vous me posiez une question, que je vous parle de quelque chose qui vous chiffonne. Comment voilà. Vous savez que vous étiez soit Hutu, soit Tutsi, comment c'était reconnu? Il y avait la carte d'identité, on avait la carte d'identité sur les barrières. On nous demandait la carte d'identité. S'il y avait marqué que tu es Tutsi, tu allais là-bas, ou tu ne reviendras plus. Sinon, il y a quelque chose d'autre. La carte d'identité, elle a beaucoup servi. Ça, c'est une question très importante. La carte d'identité, elle a beaucoup servi dans la capitale ou dans les grandes villes, c'est-à-dire à Kigali. Tandis que dans les campagnes, on nous connaissait. On connaît la maison telle, que c'est une maison des Tutsis. On nous connaissait. Il n'y avait pas moyen, c'était même pas la peine qu'on demande la carte d'identité. On te connaissait, on connaissait tes enfants. Et puis, les périodes de préparation, de planification, on avait établi les listes. Dans les mairies, il y avait nos listes, les listes des Tutsis qui habitaient le village. Les listes. Il y avait des inspecteurs d'académie qui avaient donné les listes dans leur établissement des enseignants Tutsis, par exemple. Partout, dans les entreprises. Voilà. Il y a eu une préparation, une longue préparation. Tout était prêt. Quoi qu'on dise que le génocide a été précipité par l'attentat contre l'avion, non. C'est une étincelle qui a fait qu'on devait faire ce qu'on avait planifié, mais sinon, le 6 avril, tout était prêt pour tuer les Tutsis. Parce qu'on ne peut pas expliquer comment on descend l'avion à 20h30 et qu'à 5h du matin, les barrières sont montées partout et que les listes sortent et qu'on commence à tuer. C'est si rapide. Pourquoi l'État ne voulait pas accepter ou avouer le génocide? Il y aurait des conséquences. J'avoue que je n'ai pas compris la question. Pourquoi on va avouer ce génocide? Qui? L'État? Ah, si je comprends bien, pourquoi l'État rwandais ne veut pas reconnaître ce génocide, c'est ça? L'État qui a préparé et planifié ce génocide n'existe plus. Ils ont perdu en même temps qu'ils ont perdu la guerre. Ils n'existent plus. Ils devaient être jugés. L'État qui a préparé, planifié, mis en place le génocide, c'est l'État de 1994, ils ont perdu la guerre. Ils devaient être jugés, la plupart ils étaient à Arusha. Un État, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire les ministres, les préfets, les gendarmes, les maires, les secrétaires d'État, l'État. Hein. L'État, c'est beaucoup de ça. Donc, ils ont perdu la guerre en même temps qu'ils ont perdu le pays. Aujourd'hui, le Rwanda est dirigé par d'autres personnes. C'est-à-dire que l'équipe qui dirige le Rwanda, la majorité, c'est des membres du Front patriotique rwandais. Ceux-là qui ont gagné la guerre, qui ont arrêté, si vous voulez. Je me dis que c'est le mot que je ne peux pas utiliser comme ça aussi simplement parce que le génocide a été consommé jusqu'au bout. Mais on peut dire que c'est eux qui les ont chassés du pouvoir. Pourquoi c'est les Tutsis qui ont été génocidés et pas les Hutus?
Et dans la préparation, dans l'idéologie, dans la propagande génocidaire, il y a quelque chose qui se mettait en place, que les Tutsis, cette minorité Tutsi, avait opprimé la majorité Hutu à l'époque de la monarchie. Le renversement de la révolution sociale de 1959 avait ce propos-là. Et cette minorité était supposée être venue d'ailleurs. C'est pour ça qu'on tue les Tutsis en les jetant dans les rivières pour qu'ils rejoignent le Nil, parce qu'on disait que les Tutsis étaient descendus des massifs d'Abyssinie en Éthiopie. Et les Tutsis étaient minoritaires au Rwanda, enfin, minoritaires, hein. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'aggraver la chose, de maintenir les Tutsis comme si les Tutsis se reproduisaient plus, pour que les Tutsis soient de 1959 à 1994 à 14%, c'était pas normal. Alors qu'il y a des recensements, il y a par exemple un recensement qui a eu lieu en 1978. Et là, j'étais consciente parce que j'étais lycéenne, donc j'ai participé à ces recensements. Il y a des régions où il y avait 40% de Tutsis. Mais dans les registres de l'État, c'était toujours 14%. Pour qu'on nous accorde que 14% dans les écoles, qu'on nous accorde que 14% dans les emplois, pour qu'on reste que 14%. On prend les deux questions. Celui qui est sur... Quelles sont les origines du FPR? Les origines du FPR, ça c'est quelque chose que je dis chaque fois, le FPR, ça me soucie si vous savez ce que c'est que le FPR, parce que c'est l'élément qui va déclencher la haine, mais la haine qui fomentait. Ça veut dire que si on tuait les Tutsis depuis ces années 59, 60, on ne punissait pas, on était dans l'impunité. Donc on disait qu'on pouvait tuer les Tutsis parce que c'était comme si on accomplissait un devoir civique. Alors l'origine du FPR, ce sont les Tutsis qui ont fui le Rwanda à partir de cette époque-là, comme ma tante, dans les années 59, et qui ont vécu à l'extérieur du Rwanda, dans les pays limitrophes, sans jamais avoir le statut de réfugié. Et ces Tutsis, en Ouganda, le HCR ne les a jamais reconnus comme réfugiés. Ils n'avaient aucun statut. C'était des apatrides pendant 35 ans. Ce sont leurs enfants qui ont voulu rentrer chez eux par les armes. Mais la plupart, ils avaient évolué dans l'armée de l'Ouganda, donc c'était des militaires. Et donc, ils ont formé ce groupe armé en Ouganda et ils ont recruté parmi les autres Tutsis qui étaient aux alentours du pays. La majorité au Burundi, il y en avait en RDC, il y en avait en Tanzanie. Ils se sont regroupés tous en Ouganda et c'est là le point de départ du FPR. Ils attaquent le Rwanda chez eux, avoir un pays. C'est ça le FPR, le Front patriotique rwandais. C'est le nom qu'ils se sont donné. Il y avait une question. Il y a encore des tensions entre les Hutus et les Tutsis? Entre les Hutus et les Tutsis, déjà actuellement, il n'y a plus de carte d'identité. Les Hutus, ils disposent de pouvoir de partage parce que le président, il est Tutsi, le premier ministre, ça je n'ai pas le droit de le dire au Rwanda, tiens voyons. Mais les Rwandais, ils le savent, que le président Kagame, c'est un Tutsi, mais que son premier ministre, c'est un Hutu, et que le gouvernement, il est partagé, équilibre, Hutu, Tutsi, partage de pouvoir. Ça se fait comme ça, juste pour réconcilier les gens. Mais la mention Hutu Tutsi n'existe plus dans les cartes d'identité. Mais ça existe encore dans les têtes. C'est-à-dire que si le président rwandais nomme un maire quelque part, les Rwandais ils savent que son maire il est Hutu ou Tutsi. Ça ne se dit pas, mais ils le savent.
Je ne sais pas comment. Et ils le savent. C'est-à-dire qu'on dirait que tous les Rwandais se connaissent en fait. Toutes ces années de propagande, ils ont donné des fruits. Ils ont donné des résultats. C'est encore présent. Même si on a supprimé ça dans les cartes d'identité, il leur faudra, je me le dis, 2 ou 3 générations pour que quand tu marches dans la rue, quelqu'un qui te regarde dise « T'es où tout, toi ?» Hein, ces choses-là. Donc, ça va passer. Mais il faut que les générations se renouvellent. C'est quoi la différence entre Hutu et Tutsi? Je n'en sais rien. C'est quoi la différence? Alors, on a parlé de l'histoire du nez. Parce que les colonisateurs, quand ils sont arrivés, ils ont dit on ne comprend rien, cette façon de fonctionner de cette société dont le lendemain tu es Hutu, après le surlendemain tu deviens Tutsi. Parce que les Rwandais, ça fonctionnait comme ça. Et ça fonctionnait. Sans problème. Il n'y avait pas de problème. Parce que c'était basé sur ton travail, ton statut. Tu disposais d'un grand troupeau de vaches, tu faisais partie des Tutsis. Je n'ai pas connu cette période, et même si vous considérez que je suis suffisamment vieille, mais je n'ai pas connu cette période. Si tu étais un cultivateur, que tu disposais des champs, tu étais Hutu. Et un Tutsi qui perdait son troupeau de vaches, qui allait cultiver la terre, il devenait Hutu. Un Hutu qui gagnait des vaches, il devenait Tutsi. C'était ça, c'était une affaire de communauté. Donc les Belges, quand ils vont installer ça dans les cartes d'identité, ça devient immuable. Il s'est passé des choses vraiment injustes. On peut le dire comme ça, parce que dans une même famille, des frères, il y en avait un qui avait des vaches, qui était un éleveur, un autre qui était cultivateur. Quand on leur a donné des cartes d'identité, vous imaginez, ils sont 2 frères, même père, même mère. Mais cette histoire de vache a fait que l'un devient Hutu et l'autre devient Tutsi. Et ça ne change plus. Depuis 1930, ça ne change plus. Et le Rwanda va cheminer dans cette fabrication d'ethnie qui est vraiment une fausse fabrication. On leur a fabriqué une histoire qui n'était pas la nôtre. Il y en a qui pensent que, d'ailleurs, les Belges, quand ils sont arrivés au Rwanda, ils ont dû s'imaginer que les Tutsis, les seigneurs Tutsis ressembleraient aux Wallons et que les Hutus ressembleraient aux Flamands. Et qu'ils ont calqué ça, et c'était leur haine qu'ils exportaient chez nous. Je ne ressemblais pas à un Wallon, moi. Et cette histoire donnée que les Tutsis avaient le nez fin comme vous, comme des Blancs, ils disaient j'ai pas le nez fin. Que les Tutsis, ils étaient grands, élancés, aux tailles élancées. Mon père, il avait 1,60 m, c'est tout. Mon grand-père, il nous racontait qu'il a été travailler chez le chef pour gagner des vaches. Il n'est pas né avec un troupeau de vaches. Il les a gagnées. Et en même temps, il a gagné une histoire d'être Tutsi. C'était ça la question. Ouais. Après, vous avez essayé de contacter d'autres Tutsis qui ont survécu, qui ont eu la même histoire. Ici en France, Oui. oui, on a même une association en France, on a une association qui s'appelle Ibuka, souviens-toi, où il n'y a pas que les rescapés, il y a nos amis français qui nous soutiennent ou qui sont sensibles à cette histoire. Ils sont membres de cette association. Et à Bordeaux, on a une association pour la mémoire, cette association qui s'appelle ICORI, dont je suis présidente actuellement, mais j'ai envie de passer le relais.
on fait le travail de mémoire, on fait des réunions d'information sur la vérité. Des coris, c'est des coquillages qu'on retrouvait traditionnellement que dans l'océan Indien et qui ont servi de monnaie d'échange. On a pris ça comme emblème parce qu'on veut que l'échange entre la France et l'Afrique, la France-Afrique, soit basé sur la vérité et l'égalité, que ça s'arrête sur le paternalisme qui existe ici, qui considère que les Africains ils seraient des sous-hommes. Vous avez fait comment pour fuir? Oui. J'ai fait comment pour quitter le Rwanda? Donc le génocide il commence le 7 avril. Moi j'habite au sud du Rwanda, à Butare. Je vous ai dit que chez moi le génocide a commencé 15 jours après, exactement le 19. Et j'ai eu la chance je vais faire vite pour traverser cette histoire. Tu auras le temps de lire dans mon livre parce que je le raconte. Donc j'habitais à un village et le médecin du village m'a pris avec mes 2 bébés et ma nièce. Il nous a évacués. On a eu la chance de quitter le village dans l'ambulance. Et mes enfants, ceux-là qui ont été tués, je les avais envoyés chez mes beaux-parents à la campagne, sur la colline, où je me disais que mes beaux-parents c'était des paysans qui ne risquent rien. C'est ce qu'on se disait que nous, des Tutsis intellectuels, ayant des moyens, de l'argent, on va peut-être être attaqués rapidement. Et donc je pensais avoir mis mes enfants à l'abri et ça n'a pas été le cas. Ils ont été exterminés sur la colline où ils ont été, où mes beaux-parents habitaient. Et nous, on a pu traverser la frontière, donc arriver au Burundi. Et du Burundi, je suis venue à Bordeaux parce que j'avais ma sœur à Bordeaux. Et c'était pendant le génocide. Je suis arrivée à Bordeaux le 14 juin 1994. Le génocide, la machette sifflait encore. Voilà, je fais des raccourcis, mais c'est... Comment les pays alentours ont réagi au génocide? Les pays voisins. Oui, c'est ce que je disais dans le premier extrait d'Abdurrahman Ouaberi. Déjà, quand le FPR attaque le Rwanda le 1er octobre 1990, la France envoie les militaires. C'est l'opération Norwa qui va rester au Rwanda 3 ans, jusqu'à la fin 1993. Le premier voisin, la RDC, à l'époque c'était Mobutu qui était président, c'était l'ami du président Habyarimana. Il lui envoie des militaires. La Belgique envoie des militaires. Donc pour soutenir le gouvernement de Habyarimana, pour combattre ces anglo-saxons qui arrivent. Les autres pays voisins, la Tanzanie, il ne se passait rien. Le Burundi, ils se gardent de rentrer dans cette affaire, on a les mêmes problèmes. Et ils ont une histoire qui est assez compliquée parce que le premier président Hutu qui a été élu démocratiquement au Burundi, il avait été assassiné en 1993. Donc ils ont leur chat à fouetter. Ils ne s'occupent pas de nous. Par ailleurs, l'Ouganda, où ils sont partis, ces militaires qui ont attaqué, le monde entier, à partir de la France, et les propos sont tenus pour commencer ici. Il est accusé d'avoir attaqué un pays au sud, un pays francophone. Voilà pourquoi la France va investir dans cette guerre qui ne la concernait pas, parce que c'était une guerre rwando-rwandaise. Mais la propagande a fait
et raconté qu'ils ont été appliqués les accords de coopération avec un autre pays qui est francophone, qui est attaqué par un autre pays anglophone. Premier détournement de vérité. Et moi, je suis toujours étonnée que Védrine tienne à tout. 25 ans après, ils tiennent son propos. Maintenant que ces gens, ils ont arrêté le génocide, gagné la guerre, et qui dirige le pays maintenant, Védrine peut dire l'Ouganda a attaqué le Rwanda. 25 ans après. C'est un mensonge. Je ne comprends pas comment ces hommes politiques peuvent être aussi obstinés dans les leurs. Pardon. Comment s'est passée votre arrivée en France, vu que c'était quand même un petit peu l'État français qui avait quelque chose à voir là-dedans? Alors, bizarrement, quand j'arrive en France, je sais, j'arrive en France avec l'idée que ce pays est avec les gens qui viennent de nous exterminer. D'ailleurs, ce qui se passe à la télé, au mois de juin, l'opération turquoise qui part, je l'ai croisé, l'opération turquoise qui part. Je dis, mais ils vont faire quoi chez moi? C'est fini, là. Ils vont sauver qui? Ils disaient que c'est une opération humanitaire. Maintenant, il y a des écrits qui prouvent que l'opération turquoise, c'est parti d'ici pour combattre le FPR, peut-être remettre ces gens qui viennent de commettre le génocide au pouvoir. Mais quand ils ont vu que ce n'était pas possible, ils les ont aidés à évacuer vers le Zaïre. Et ils les ont parqués là-bas sur la frontière, alors que les conventions universelles interdisent ça, de mettre les réfugiés à la frontière du pays qui viennent de quitter. Donc moi, j'arrive ici avec tout ça, en 94, juin 94, je défonçais les télés chez ma sœur. Donc, tout n'était que mensonge. On pouvait mettre les gens qui sont en train de mourir de choléra là dans les bassins du lac Kivu et dire voilà le génocide des Tutsis. Et moi, j'en devenais dingue. Mais non, le génocide des Tutsis est terminé. Il y a des corps au Rwanda, ça c'est oublié, mais ça, les images qu'on montrait, que des mensonges. Je me rappelle de ça, à la une, c'était ça. Parce qu'ils ont suivi l'opération turquoise, ils filmaient l'opération turquoise. Mais l'opération turquoise ne concernait plus le génocide des Tutsis. Vraiment pas. Ils ont fait une zone humanitaire sûre. Là, au sud, dans la région de Djambougu, là, au sud-ouest du Rwanda, qu'ils ont appelé une zone humanitaire sûre. Ça, c'est l'opération turquoise qui fait ça. Et qui c'est qui était dans cette zone? Les gens qui viennent de commettre le génocide, qui protégeaient? Donc, moi, j'arrive en France avec tout ça, et je me dis, c'est quand même fini pour nous. Et contrairement à ce que je pensais, je vais à l'OFPRA pour déposer le statut de demande d'asile. Le statut de demande d'asile, je l'avais dans 2 mois. En septembre, j'étais réfugiée politique. Je ne comprenais rien du tout. Et c'est-à-dire que ce qui se passait ici en France, moi je pense que dans les institutions, ils étaient conscients de qui j'étais et de ce que je venais de vivre. Donc, il y avait un peu d'humanité dans les gens que je rencontrais à l'OFPRA, de façon à ce que je me pose la question, est-ce que je suis vraiment en France, dans un pays qui a soutenu le génocide? Je ne comprenais rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de l'humanité même dans les bureaux. Et voilà, j'ai eu le statut de réfugié, j'ai pu mettre mes enfants à l'école, et j'avais
obsession d'oublier le Rwanda. Mais je n'ai pas réussi. Mais pendant une bonne dizaine d'années, j'ai mis de côté le Rwanda et j'ai fermé. Et quand ça s'est ouvert, voilà, ça m'a projeté là-bas en vitesse. De quelle manière vous avez vécu le fait de laisser tout votre passé dans votre pays et de tout recommencer à zéro en France? De quelle manière? La manière, je ne sais pas si j'ai dû en faire des manières. Je suppose que j'ai fait le choix d'une mère inconsciemment, parce que je ne suis pas sûre d'avoir décidé que ça se passe comme ça. Mais il y avait deux choses qui se présentaient à moi. Soit je me laissais succomber et je crevais avec mes 2 bébés, soit je tenais debout et j'élevais mes bébés. Voilà, il y a eu cette option qui s'est réalisée, mais franchement, ça serait être très audacieuse de vous dire j'ai décidé, non. Non, c'était vraiment très dur. Mais je pense que c'est ça. C'est eux qui m'ont aidé à être debout pour pas que je ne succombe pas avec eux. Parce que votre fille, elle est restée au Rwanda par la suite. De quelle manière, comment vous avez procédé pour rester quand même en contact et par la suite la récupérer quelque part? Tu as vraiment tout compris. Parce que, donc, c'est pour ça que je vous dis, j'arrive avec mes 2 bébés. Ma fille, elle n'était pas avec moi. Elle était partie avec ses frères chez mes beaux-parents. Ma fille, elle a survécu dans les corps, en fait. C'est un Hutu. Je vous dis ça rapidement parce que il y a des choses que j'aborde et la voix, elle s'étrangle. C'est un Hutu qui l'a retrouvée dans les corps. Et elle avait 6 ans. Et ce Hutu l'a amenée chez lui, l'a cachée. Et je l'ai appris, j'étais en France, qu'elle était vivante. Et donc, elle m'a rejoint par le regroupement familial 2 ans après. Elle est arrivée en France en 96, 2 ans après. Et ça aussi, ça a été... je retrouvais ma fille. C'est comme si je retrouvais une 2e béquille, comme m'a dit l'élève de ce matin. C'est comme si je retrouvais une 2e béquille. Et ma fille, en 96, ça a été... voilà, une goutte de bonheur, mais une bonne goutte. Donc je l'ai accueillie et elle a été géniale. Elle est arrivée à l'âge de 6 ans, elle parlait aucun mot français, elle est allée à l'école le premier jour. Ça, ce sont des histoires que je raconte dans mon livre. Elle est rentrée le soir, elle vomissait des émotions. Elle m'a dit, mais maman, même la purée, elle n'est pas bonne. Elle me dit, mais c'est quoi la pomme? Mais c'est dégoûtant. Ouais, donc, je me dis, est-ce qu'on va s'en sortir? Elle est retournée à l'école. 15 jours après, ma fille, elle parlait français. Et quand je lui parlais kinyarwanda, elle me dit, comment? T'as dit quoi, maman? Voilà. Le parcours s'est fait tout seul. Des miracles ou des capacités qu'elle avait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Elle a grandi très vite. Est-ce que vous pensez qu'il y a des soldats français qui ont commis des actes directs au Rwanda? Des soldats français? Parce que c'est indirectement, ils ont armé des Hutus, non?
Alors, la question directement, c'était si il y a des soldats français qui auraient tué les... Ouais. Je ne sais pas, je ne Non, pense pas, parce que la participation des militaires français, elle est dans l'autre étape. C'est-à-dire qu'ils vont aider, encadrer, organiser les militaires rwandais. Et ils ont augmenté l'effectif, mais ça, ce sont les militaires qui le font. C'est l'État français, c'est les hommes politiques qui recrutent les militaires. Ils ont recruté à fond, mais ils ont recruté les gens en les mettant dans les... C'est ça qu'on dit. Ils ont recruté à la va-vite les gens, mais quand tu recrutes quelqu'un dans 2 mois et que tu lui donnes l'arme, c'est pas un militaire, c'est un milicien, c'est ça. Ils ont fabriqué des miliciens. Des militaires français, ils ont fabriqué des miliciens. Mais directement qu'ils aient tué... non, je ne crois pas. Mais la responsabilité, elle est énorme. Ça ne le dédouane pas. Si tu donnes l'arme à quelqu'un et que tu lui dis d'aller tuer, est-ce que ce n'est pas toi qui tues aussi? Bon. La responsabilité est indirecte, mais elle y est et elle est énorme. Parce que quand on parle de l'opération Noroi, ils vont assister à des contrôles d'identité pendant 3 ans. Ils vont assister à des tests de génocide des Tutsis dans des concentrations de Tutsis. Ils vont tuer la population des Bagogwe, ils vont tuer la population des Tutsis dans le Bugesera. C'est des régions que vous pouvez trouver sur Internet. Ça se passe en 92. Ça se passe à la présence de Noroi. Ils ont assisté à tout ça. Ensuite, il va y avoir l'opération Amaryllis, dont parle le commandant de la mine noire. L'opération Amaryllis, c'est l'opération que l'État français va envoyer au Rwanda pour exfiltrer ou les expatriés, les étrangers qui étaient à Kigali, dans tout le Rwanda. Mais le génocide a commencé à cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils évacuent les personnes qui ne sont pas menacées et ils laissent ceux qui sont menacés en danger se faire tuer. Et ils le voient. Ensuite, il y a eu l'opération turquoise. C'est une opération de la honte. L'opération Amaryllis, nous, on l'appelle l'opération Abandon. Et l'opération turquoise, c'est une opération de la honte. Ils allaient sauver les alliés, leurs alliés qui avaient perdu la guerre et qui avaient commis un génocide surtout. Donc ça va être l'heure. Il y avait une autre question rapidement que je peux prendre avant que vous partiez. Donc je voulais conclure en disant que peut-être que vous partez d'ici en vous disant ce que cette dame est venue nous raconter. En cliquant sur Wikipédia, Google, on peut trouver ces informations parce qu'ils y sont. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les informations que vous allez trouver, ils sont dépourvus de quelque chose qui s'appelle l'émotion. Et vous allez trouver des informations, mais vous n'allez pas y trouver ces visages, ces émotions, c'est ma voix qui vous parle d'une mère qui a laissé ses enfants là-bas. Et ces émotions-là, dépourvues de ces émotions-là, vous êtes dépourvus d'une grande partie constituante de l'humanité. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pensé, j'ai réfléchi, qu'est-ce qui pousse un homme qui a des enfants, qui a une famille, à tuer dehors les autres enfants? C'est qu'il n'a plus ces émotions-là. Les émotions, si tu ne les as pas, tu n'appuies pas sur le frein quand tu roules sur la route alors qu'il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Non, tu continues à rouler parce que tu es indifférent. Donc je vous demande
de les avoir, qu'on ne vous les enlève pas aussi ces émotions, parce que vous serez des animaux, des bêtes sauvages. Et une dernière chose, je voulais vous inviter tous à la 25e commémoration. Et avec vos voix, votre jeunesse, je pense qu'on aura une reconnaissance, ce que je vous ai dit, rompre avec l'habitude de la cinquantenaire. Et je vous invite aussi dans ce pays, mettez-en dans les projets. Si vous avez un projet, vous pouvez aller au Rwanda, c'est un pays qu'il faut aller visiter. Ouais.